En tout cas, je voudrais au préalable remercier évidemment l'association pour l'organisation de ces journées et l'ensemble des acteurs ici présents. Il y a un travail effectivement collaboratif très important aussi avec le clergé affectataire et je remercie Monsieur le Recteur aussi des échanges nourris et constructifs, en tout cas, sur la cathédrale. Et pour me présenter, donc Benjamin Bourdiol, donc je suis chef de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine, et j'exerce donc les fonctions d'architecte des bâtiments de France sur les départements de l'Orne, et j'ai aussi la responsabilité donc d'être conservateur du monument qui est donc la cathédrale de Sées. Alors peut-être un éclairage déjà sur les différents acteurs au sein de l'État et particulièrement du ministère de la Culture qui travaillent effectivement à la conservation et à la mise en valeur de la cathédrale. L'architecte des bâtiments de France n'est pas le seul acteur qui travaille sur cet édifice. Le premier service dont je dépends, c'est la direction régionale des affaires culturelles, qui est le service du ministère de la Culture déconcentré à l'échelon territorial de la région. Il porte les politiques publiques du ministère de la Culture en Normandie. Donc il y a plusieurs services au sein de cette direction régionale des affaires culturelles. Il y a notamment la conservation régionale des monuments historiques, qui est en charge donc la préservation et l'accompagnement de tous les porteurs, de tous les propriétaires des monuments historiques dans l'Orne. Et aussi, il a en gestion directe, évidemment, les édifices qui relèvent du ministère de la Culture, dont les cathédrales. Il a finalement le rôle de maître d'ouvrage. Il est le commanditaire des travaux, à la fois en termes d'investissement, donc de restauration de la cathédrale, et aussi d'entretien. À un échelon territorial inférieur, toujours au sein du ministère de la Culture, donc dépendent des DRAC, des unités territoriales présentes dans chaque département. Donc l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de l'Orne, dont je dépends, où travaillent donc les architectes des bâtiments de France. Bon, il n'y en a qu'un seul dans l'Orne, en collaboration avec des ingénieurs et des techniciens des bâtiments de France. Donc on a la responsabilité de veille sanitaire sur la cathédrale, de travaux d'entretien et de remonter aussi une programmation de travaux qui sera portée par la maîtrise d'ouvrage. Alors je vais un peu contrebalancer vos propos, madame, et en tout cas je vous remercie pour votre éclairage très pertinent. En tout cas, c'est très précieux d'avoir effectivement cette synthèse de la cathédrale, mais déjà sur les 10 dernières années, en termes d'investissement, on est déjà à plus de 4 millions d'euros sur la cathédrale, et évidemment, on travaille par urgence, très clairement, il y a une hiérarchisation des priorités. Et le principal, effectivement, il y a d'abord la stabilité, le clos couvert de l'édifice. Et là, ces dernières années, il y a quand même eu la restauration donc, de la toiture, notamment du chœur et du chevet. Il y a eu aussi un travail dans le beffroi nord, en termes effectivement de restauration, de mise en place de planchers intermédiaires et aussi des cloches dans le beffroi nord. Il y a eu aussi un travail très important dans les années 2021 et 2022, notamment sur la restauration de la sacristie et sa liaison fonctionnelle, parce qu'on avait effectivement un des édifices qui était adossé au transept sud et qui masquait effectivement ce transept. Donc voilà, on a remis en valeur cet élément-là. Donc l'investissement, en tout cas, est pluriannuel de l'État et fait vraiment partie d'un travail en priorité des différents services de l'État. Maintenant, on est aussi dans une nouvelle phase, donc on a des études en cours, et je vous confirme qu'évidemment, les études sont en cours sur le portail, le massif occidental, effectivement, qui est préoccupant. Et donc, ça fait bien partie aussi des futurs programmes de travaux. Mais sur un tel ouvrage, ça prend un peu de temps de bien identifier, en tout cas, le protocole de restauration au regard de l'état actuel. Donc là, il y a une nécessité, effectivement, de ne pas se précipiter non plus. D'autant plus quand on est sur une substance patrimoniale très importante
Et on travaille évidemment avec l'architecte en chef des monuments historiques, qui porte la maîtrise d'œuvre sur la cathédrale de Sées. Merci. Est-ce que Jean-Pascal Fouché, vous pouvez, vous, en tant que, je dirais, admirateur et contributeur à la recherche sur la cathédrale de Sées depuis de très nombreuses années, donc c'est un peu le pendant de Monsieur Bourdiol qui effectivement vient d'arriver. Alors, je ne sais pas si on peut vous demander à vous quelle fut votre première impression quand vous êtes rentré la première fois à Sées, et puis voilà, de nous raconter un peu votre lien avec l'édifice, comment vous le mettez en valeur en tant que responsable des archives de l'Orne. Alors, je ne crois pas me souvenir de la première fois où je suis rentré dans la cathédrale. Je me souviens bien de la première fois que j'ai vu la cathédrale, c'était en 1990, je faisais un court séjour dans l'Orne chez une amie camarade d'études, et j'avais été frappé par... alors, j'ai abordé Sées par le contournement ouest, et j'ai été frappé par cette cathédrale au milieu des champs. Alors, on pourrait faire le parallèle avec ce qu'on appelle la cathédrale aux champs, qui est le sanctuaire de Montligeon, qui lui est un édifice totalement 19e et 20e siècle. Un des problèmes de Sées, c'est aussi cet épiderme qui a l'apparence, l'épiderme extérieur qui a l'apparence du 19e siècle. Donc ma première sensation, c'est qu'est-ce que c'est que cette cathédrale au milieu d'un noyau urbain tout petit. Et pour moi qui venais du Berry, mes références étaient Tours ou Bourges, avec une cathédrale qui est complètement noyée dans un milieu urbain très vaste. Voilà, et je ne connaissais pas encore les cathédrales du sud de la France, les cathédrales de la Papauté d'Avignon, où on plante une cathédrale dans des tout petits villages. Et pour moi, ça a été vraiment un premier choc. Et j'ai découvert de façon plus assidue la cathédrale de Sées après mon arrivée en 1996 aux fonctions de directeur des archives départementales, parce que j'ai découvert en arrivant, donc dans le bureau du directeur général des services, que dans l'escarcelle du directeur des archives départementales figurait également le musée départemental d'art religieux. Donc je ne le savais pas avant de candidater. Et j'ai donc, dès l'été 96, fréquenté assidûment le musée le week-end parce que voilà, il y avait un peu de travail sur les collections. Et j'ai donc naturellement aussi fréquenté la cathédrale de Sées, qui est toute proche et qui est fonctionnellement liée aux bâtiments dans lesquels le musée d'art religieux se trouve. Ce qui m'est apparu très rapidement, c'est que cette cathédrale se mérite. C'est-à-dire qu'il faut franchir le seuil pour en découvrir toute la saveur. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, l'épiderme est un épiderme très froid, hormis la façade, mais avec une complexité de structure qui la rend difficile d'accès. Et c'est en rentrant dans la cathédrale qu'on peut vraiment avoir la sensation d'être dans un édifice médiéval. La nef a été restaurée, certes, mais avec un épiderme qui est quand même, me semble-t-il, majoritairement un épiderme du XIIIe siècle. Le chœur est entièrement reconstruit, mais Christian Dold a bien montré que ce chœur a été reconstruit en respectant strictement le dessin d'origine. Et dans cette cathédrale, je retrouvais un peu de la saveur ou de la texture des matériaux de mon enfance dans ma collégiale romane du Berry. Voilà, où j'avais plaisir à déambuler seul. Et un des intérêts, alors c'est peut-être un inconvénient pour Sées, mais un des intérêts de la cathédrale de Sées, c'est qu'on peut y être seul. On peut en profiter seul. On peut s'asseoir, on n'est pas dérangé par le flux des touristes. Et c'est important pour contempler le lieu, pour le regarder, essayer de comprendre comment il fonctionne et comment il a été construit. Alors ma première préoccupation, ça a été de comprendre quelle était la structure, quelles étaient les fonctions des bâtiments à côté de la cathédrale. Ce qu'on appelait le quartier cathédrale, ce que j'ai essayé de faire évoluer en appellation de enclos canonial, puisque, comme François Neveu l'a rappelé, le chapitre de Sées est un chapitre régulier, donc qui fonctionne selon la règle de Saint-Augustin, dans un mode de vie qui est globalement un mode de vie de type monastique.
nous avons assez un ensemble de bâtiments, alors un bâtiment improprement appelé chapelle canoniale et des maisons canoniales. Et j'avais envie de voir ce qu'il y avait derrière. Alors au musée d'art religieux, nous avons donc un bâtiment avec des éléments du XIVe siècle qui ont été en partie masqués par des restructurations du XVIIe et XVIIIe siècle. Et j'avais envie de comprendre comment ce bâtiment avait évolué. Et donc je me suis attelé à la tâche en essayant d'exploiter toutes les sources écrites disponibles et puis tous les éléments architecturaux encore en élévation, des éléments architecturaux disparus mais dont on avait la trace par des gravures, par des dessins, par des plans, par des photographies. Et alors je crois que sur ce sujet, alors il n'y a jamais d'écriture, on n'a jamais fini d'écrire un sujet, hein, donc, mais j'ai ratissé tout ce que j'avais à l'époque sous la main. Et peut-être un des apports de ce travail, c'est justement de montrer que derrière une apparence de quartier canonial avec des maisons canoniales se trouvait en réalité, derrière les maçonneries, derrière les enduits, derrière les fenêtres d'époque moderne, des bâtiments de type monastique. Et on en a la trace en plusieurs endroits dans cet enclos canonial. Il faut imaginer, au XIIe siècle, au XIIIe, au XIVe siècle encore, des bâtiments proches d'une architecture monastique. Et c'est simplement à partir du XVe siècle, on a la trace dans les sources, mais manifestement de façon plus active à partir de la sécularisation du chapitre en 1547, que ces bâtiments de type monastique sont découpés en tranches pour être aménagés en maisons individuelles. C'est-à-dire que les chanoines, dans d'autres chapitres, ont des maisons en ville. C'est le cas à Bayeux, me semble-t-il. Ils avaient l'obligation de résidence dans une sorte de monastère. Et c'est simplement à partir de 1547 qu'ils ont le droit d'habiter soit dans l'enclos, mais dans des espaces qui sont individualisés, des maisons, qui restent propriété du chapitre, mais qui leur sont adjugés leur vie durant. Mais ils peuvent aussi résider à l'extérieur. Voilà, donc cette histoire-là, et ce qui m'a aussi intéressé pour arriver à la cathédrale, c'est comment ces bâtiments viennent s'accrocher à la cathédrale. J'aurais envie de dire comment la cathédrale s'est raccrochée à ces bâtiments, puisque les bâtiments préexistaient à la cathédrale gothique, et dans les bâtiments du chapitre existants se trouvent les éléments architecturaux les plus anciens de la place. C'est dans les bâtiments du chapitre qu'on trouve des élévations ou des morceaux du XIIe siècle. La cathédrale, elle, ne comporte d'éléments qu'à partir des années 1220-1230. Voilà, donc ce premier intérêt pour l'enclos canonial m'a amené aussi à m'intéresser à la cathédrale. Alors j'ai eu le plaisir de coordonner le bulletin publié par la Société historique et archéologique de l'Orne en 1998 sur C antique et médiéval. Donc j'ai eu à préparer pour l'édition l'article de Christian Dold sur les restaurations de la cathédrale de C. Donc ça m'a mis dans le bain. Et puis j'ai continué à digérer, à m'approprier ces travaux, en particulier les contributions dans la publication L'architecture normande au Moyen-Âge, qui sont donc des synthèses très efficaces en quelques pages, mais très, très efficaces sur l'intérêt des différentes parties de l'édifice. Voilà, alors comme directeur des archives départementales, j'ai pour mission d'assurer la collecte, l'enrichissement et la mise à disposition des ressources archivistiques, mais aussi iconographiques, qui concernent le département. Et à ce titre, par intérêt personnel, alors j'ai oublié de préciser que avant d'arriver, j'avais fait ma thèse d'école des Chartes sur le domaine royal de Vincennes, donc j'étais sensibilisé à l'histoire médiévale, et que celle qui allait devenir mon épouse avait fait sa thèse l'année précédente sur la fabrique de la cathédrale de Rouen. Donc vous voyez qu'on avait un intérêt commun à la fois pour la période et pour les cathédrales. Donc j'ai un regard évidemment énamouré pour la cathédrale de C, ce qui fait que quand des choses passent devant les yeux qui touchent à la cathédrale, je le compile, je m'en fais une copie dans mon dossier, je le partage autant que possible, et quand des documents passent en vente,
ou quand des documents nous sont confiés, évidemment, je saute sur l'occasion pour enrichir les collections départementales qui sont à la disposition de tous. Je vais revenir sur le sujet tout à l'heure, et vous verrez dans l'exposition qu'Anne-Sophie a préparée quelques documents qui sont rentrés récemment dans les collections départementales. Alors, on espère toujours, quand on fait l'histoire, on espère toujours qu'un document va sortir des tiroirs. Ça arrive. Alors, pour l'instant, c'est des petites choses modestes, mais qui éclairent à un aspect de l'édifice. Il y a toujours des choses qui ressortent, des photographies, des dessins, des textes. On a récupéré il n'y a pas longtemps un livre de raison d'un petit seigneur des environs de C, qui nous raconte la consécration du maître-autel, alors qu'il nous donne la date précisément, après les travaux de Brousseau. Voilà, je ne sais pas si on avait l'information par ailleurs. Voilà, des petits indices comme ça qui petit à petit finissent par alimenter l'histoire. Et puis, alors, je suis jamais rentré véritablement dans l'histoire de la cathédrale, parce que je reste convaincu que Christian Noll doit publier sa thèse voilà, en français, s'il vous plaît, parce que je ne suis pas germaniste, donc j'ai toujours eu du mal à rentrer dans sa thèse. Néanmoins, il y a des sujets qui m'interpellent et que j'aimerais creuser ou partager mes interrogations, donc j'en profite. Alors, on parle beaucoup de la façade de la cathédrale, qui est vraiment une construction étonnante et unique. Benjamin a parlé du massif occidental, et moi, c'est vraiment le massif occidental qui m'interpelle aussi, parce que dans la perception qu'on a de la cathédrale, alors Francis et Anne-Sophie, dans leur ouvrage sur la cathédrale, ont proposé une restitution en images photographiques de la cathédrale, inspirée notamment des dessins d'Alavoine de 1819, qui avait sous les yeux la façade avant les gros contreforts qu'il a lui-même ajoutés. Au-delà de cette façade, il y a aussi la structure de la première travée de la nef, qui est vraiment étonnante, alors qui est la cause de tous les désordres. Mais moi, j'ai encore du mal à me représenter la sensation qu'on avait quand on rentrait dans la cathédrale. Il faut imaginer, quand vous êtes sous le buffet de l'orgue, il n'y a pas de buffet, il y a peut-être une voûte, mais en tout cas, il y a une transparence complète entre la nef et les bas-côtés. C'est-à-dire que le rez-de-chaussée des tours est ouvert par les portails, mais aussi latéralement vers la nef, et vers la travée centrale de la nef, et vers les bas-côtés. Et cette structure du massif occidental, alors j'espère un jour qu'on pourra faire un relevé 3D et restituer ce massif occidental, qui est vraiment un morceau de bravoure, comme le chœur, mais un morceau de bravoure de l'architecture normande. Petite interpellation aussi, j'ai repéré là sur une des photos que vous avez montrées tout à l'heure, il y a des choses qui m'interpellent, des petites sculptures, des trilobes en creux dans les écoinçons de l'arcature aveugle qu'on trouve au rez-de-chaussée des tours et dans la première travée actuelle de la nef. On retrouve le même décor dans la chapelle absidale. Alors j'ai longtemps pensé que Prix Robert avait peut-être voulu faire une citation simplement lorsqu'il a reconstruit la chapelle, mais sur une des photos que vous montrez, on voit bien les écoinçons qui marquent l'architecture normande. Alors, est-ce que, au moment où on a commencé la nef, on a aussi commencé la chapelle axiale avec un même élément de décor? Est-ce que c'est simplement dans le dernier tiers du XIIIe siècle qu'on a reproduit un motif qui avait été construit là 60 ans plus tard? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un des sujets qui me préoccupe. Et puis, au-delà de ça, qu'est-ce qui se passait avant les travaux enclenchés par Monseigneur d'Argentré dans le domaine de l'évêque, c'est-à-dire au sud de la cathédrale et à l'est de la cathédrale? Qu'est-ce qu'il y avait avant le palais construit par Brousseau? Au-delà de ça, c'est quoi la ville de C au Moyen-Âge? Alors voilà, je rejoins mon interpellation de tout à l'heure. Il y a pas mal de sources du XIVe et XVe siècle qui restent à exploiter pour comprendre l'habitat, la structure urbaine de C au XIVe et XVe siècle. Des contes, des quittances, des documents qui
décrivent assez précisément les lieux par rapport aux rues, par rapport aux voisins, et qui permettraient d'affiner la connaissance que l'on a de la ville, des trois bourgs certes, mais peut-être pas de solution de continuité dans l'habitat. Donc arriver à mieux caractériser la géographie de la ville au Moyen-Âge, la question de l'enceinte urbaine aussi qui dispose de sources à partir du XVe siècle, et on a notamment un procès-verbal de visite de la fin du XVIIe siècle qui nous permet de suivre assez précisément les contours de cette enceinte qui peut avoir été installée à la fin du XVe siècle. Voilà, donc il reste encore beaucoup de sources à exploiter. Venez les exploiter. Il y a aussi des sujets. Alors, je regarde Odile, mais il y a un très beau sujet d'étude aussi sur l'hôpital de Sées, l'église, la chapelle de l'hôpital a une structure assez intéressante qu'il faudrait approfondir. Donc voilà, c'est un très beau terrain de chasse pour les historiens, un très beau sujet d'étude, et la cathédrale en particulier. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions. Est-ce que vous avez des remarques, des questions Alors, mettez vos mains très en hauteur pour qu'on puisse vous repérer. Et en attendant que vous réfléchissiez auprès de nos 4 intervenants, moi j'en ai peut-être une concernant vous voyez, enfin on avait intitulé cette table ronde La cathédrale de Sées est-elle intéressante? Alors pourquoi? C'était vraiment un peu un peu primitif évidemment comme question. Ça part aussi en fait ici on est tous convaincus. Voilà, ça c'est certain. La question est effectivement, vous avez tous souligné cette épiderme difficile qui fait que tant qu'on n'est pas rentré, on n'a peut-être pas la saveur de cette cathédrale, sauf sur ses vues lointaines. Or, très souvent, moi j'ai été frappée par un jour une grande carte des sites d'exception à visiter en Normandie à la gare Saint-Lazare. Et donc il y avait 4 cathédrales sur les 4 autres départements que le nôtre, et à la place de la cathédrale de Sées, il y avait le Haras du Pin. Et donc, de fait, on a, semble-t-il, en tout cas au niveau culturel, un peu de difficulté à... je ne vais pas dire rivaliser, mais enfin se mettre à côté des autres cathédrales normandes. Est-ce que vous ressentez ce même sentiment ou non? Je vais d'abord m'adresser à François qui vient nous faire l'amitié en voisin de Bayeux, parce que François est aussi le coordinateur de ce magnifique ouvrage de la Nuée Bleue sur la grâce d'une cathédrale. Donc voilà, est-ce qu'un Bayeusien peut, disons, nous faire l'article de la cathédrale de Sées auprès des Bayocas? Oui, alors merci Anne-Sophie. Alors c'est difficile. Alors je répondrai d'abord à la question que tu as posée. La cathédrale de Sées est-elle intéressante? Oui, ça, je pense que j'en suis parfaitement convaincu. Alors c'est intéressant effectivement de faire la comparaison avec la cathédrale de Sées, d'autant plus que nous avons des liens historiques très forts, en tout cas pour le 19e siècle, et des problèmes un peu comparables à résoudre, puisque effectivement la question des fondations et de la solidité des fondations s'est posée également à Bayeux. Et nous avons partagé le même architecte, puisque Ruprecht Robert a travaillé aussi pendant un certain nombre d'années à la cathédrale de Bayeux avant de venir à Sées. Et d'ailleurs, je crois qu'Anne-Sophie a fait un article sur la question qui paraîtra l'année prochaine dans les actes du congrès du Havre, puisqu'elle a traité la question dans notre congrès du Havre qui était consacré à l'architecture en Normandie. Et donc, la comparaison entre ces deux édifices est très intéressante. Et il y a eu des travaux considérables qui ont été faits au XIXe siècle, justement peut-être plus importants qu'à Sées. Et ça explique peut-être que les problèmes de Bayeux ont été réglés finalement
Alors, non pas grâce à Ruprecht Robert, puisqu'on l'a un peu éjecté, il faut dire, mais grâce à quelqu'un d'assez... qui était un petit peu en dehors. Ça serait peut-être plus possible aujourd'hui, les structures, puisque il s'agit d'Eugène Flachat, qui construisait la ligne de chemin de fer Paris-Cherbourg, qui était un personnage assez flamboyant, qui avait l'oreille de l'empereur à l'époque, puisqu'on est sur le Second Empire, et il a réussi donc à se faire adjuger le chantier au détriment justement du pauvre Ruprecht Robert, qui s'est rabattu sur C, mais c'est bien pour C aussi, parce que c'était quelqu'un de très grande qualité. Et donc il a fait un travail de reprise dans ses œuvres, ce qu'a fait un petit peu Ruprecht ici, mais de façon fondamentale, ce qui a permis de reconstruire la tour centrale. Parce qu'à Bayeux, nous avons une chance quand même, c'est d'avoir non pas 2 tours, mais 3, si vous voulez. Et on a pu reconstruire au XIXe siècle, grâce à ces travaux, cette tour centrale. Alors autrement, si vous voulez, si on compare les 2 édifices aujourd'hui, Jean-Pascal disait qu'on pouvait être seul dans la cathédrale de C. C'est beaucoup plus difficile à Bayeux, parce que nous sommes beaucoup plus fréquentés. Alors, en réalité, c'est pas uniquement grâce à la cathédrale elle-même, c'est grâce à la tapisserie de Bayeux, parce que vous avez des millions de visiteurs, au moins 500 000 par an, qui viennent visiter la tapisserie de Bayeux et qui voient en même temps la cathédrale. Donc, l'été en particulier, c'est évidemment une cathédrale très peuplée. Bon, on ne s'en plaint pas, mais on n'a pas la même sensation de calme et de tranquillité, sauf peut-être au mois de janvier. Au mois de janvier, ça va, on peut visiter la cathédrale de Bayeux tranquillement. Alors, il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est la question de la façade. En fait, en Normandie, on n'a pas de belle façade de cathédrale. À une seule exception près, je dirais peut-être, c'est la cathédrale de Rouen. Hein. Voilà, la cathédrale de Rouen, oui, mais c'est la seule. Hein. Parce que même Coutances, qui a sa façade d'origine, c'est pas une façade extraordinaire. Hein. Donc Bayeux, c'est un bricolage, puisqu'on a gardé les tours romanes et on a plaqué du gothique par-dessus. Évreux, c'est une façade du XVIIe siècle qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, nous sommes dans le même bateau finalement, c'est et Bayeux et les autres cathédrales de Normandie. Et Monsieur Bourdiol, vous qui venez d'ailleurs, quel a été votre sentiment quand vous avez hérité, entre guillemets, de cette cathédrale de C? Alors, moi j'ai une vision très intéressée évidemment de l'histoire de cette cathédrale, et je trouve qu'on peut regretter évidemment la disparition du statuaire, on peut regretter la disparition effectivement de cette façade occidentale. Cependant, pour moi, avec mon regard d'architecte du patrimoine, on est devant un livre d'histoire des techniques de restauration, alors certes invasives, hein, mais au regard aussi d'un déséquilibre structurel. Et c'est vrai que c'est un édifice emblématique finalement qui mérite effectivement d'être à l'ordre du jour de la pédagogie de l'école de Chaillot, notamment qui forme les architectes du patrimoine, parce que c'est un exemple majeur, je pense, effectivement, des techniques effectivement, de restauration, de consolidation, d'intervention au XIXe siècle. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, évidemment, on est dans des interventions beaucoup plus conservatrices, mais ce XIXe est aussi une page de l'histoire de la cathédrale, et ça fait partie de son identité à ce jour. Jean-Pascal, je vois que vous avez envie d'intervenir sur ce sujet. Alors, sur la méconnaissance, enfin, ou peut-être que je suis devenu totalement ornais et que j'assimile comment dire, le ressentiment, c'est un bien grand mot, mais tout au moins la frustration du manque de visibilité. Mais de l'endroit où je parle, la cathédrale de C, c'est pas le seul sujet où on constate un manque de recherche historiographique. Et alors, c'est pas tant le manque de recherche historiographique, parce qu'on a aussi des sociétés savantes qui travaillent et qui publient, qu'un manque d'appropriation des travaux dans les ouvrages ce qu'on appelle les ouvrages de seconde main, de troisième main, puis les ouvrages qu'on va mettre entre les mains des touristes. Donc on a, je pense quand même, moins de recherche en histoire que les départements qui sont sièges d'université, parce qu'il est plus facile de faire ces recherches à proximité immédiate de l'université qu'à 100 ou 150 km.
Et ces recherches ne sont pas forcément aussi bien intégrées au discours global. Ce qui fait que c'est pas rare dans les ouvrages d'architecture sur l'architecture gothique en Normandie de lire des choses sur toutes les cathédrales, comme le disait Anne-Sophie, sauf la cathédrale de Sées. Mais on a le même schéma quand on parle du duché d'Alençon. Quand on parle de la Normandie au Moyen-Âge, on parle du duché de Normandie, mais au XIVe et XVe siècle, le duché de Normandie, ça ne nous concerne pas. Nous, on est dans le duché d'Alençon. Et c'est une principauté qui a beaucoup plus de personnalité juridique que le duché de Normandie lui-même, et un territoire assez vaste. Voilà, donc on est dans un territoire de marche, marche historique et marche universitaire. Et je pense que ça peut aussi expliquer. Alors, évidemment, François est le contre-exemple parce qu'il est présent depuis très longtemps à Sées et porte Sées dans ses recherches. Mais il me semble qu'il y a quand même un déficit historiographique et un déficit d'intégration dans le discours général. Voilà, alors il y a quand même quelques exceptions et lorsque j'ai rencontré Anne-Sophie et Francis pour la préparation de ces rencontres, je leur ai montré la couverture d'un ouvrage publié en 2011 chez Picard qui s'appelle Le Triforium, une publication de Michel Leur, et la photographie de couverture, c'est le cœur de la cathédrale de Sées. Donc voilà, Sées arrive quand même à être présente dans des publications générales en architecture gothique. Mais c'est une exception. Donc on a une double interpellation là. L'interpellation en disant écoutez, venez, comme a fait Christiane, ce département demande des chercheurs et serait un terrain formidable. Donc ça, effectivement, c'est peut-être à mieux faire connaître et peut-être créer aussi les conditions d'accueil des étudiants, parce que de fait, on est loin de tout ici, peut-être, je ne sais pas. Et j'ai bien aimé aussi l'idée d'appropriation, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut aussi parfois déplorer un manque d'appropriation par les Ornais eux-mêmes. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a dans la salle des remarques? Voilà. Oui. Je te donne mon... À l'heure actuelle, en fait, on s'aperçoit de l'importance de la photogrammétrie, de tout ce qui est, en fait, comment je pourrais dire, présentation au public, en fait, de reconstitution historique. Et j'ai l'impression que ça peut être un outil, effectivement, pour que les gens découvrent réellement les différentes périodes et peut-être rentrent dans un désir de découverte. Un autre appel à mettre en fin de ces journées, effectivement, les outils de médiation qui peuvent, effectivement, la restitution 3D de la première travée, très intéressant. Deuxième intervention. Je voyais Pierre là-haut, non, il n'y a personne. Alors, oui, Monsieur Bourdiol. Oui, je voulais aussi faire peut-être un pas de côté, mais évidemment l'histoire de l'urbanisation de Sées, évidemment du quartier canonien, de son enclos, de son évolution, et puis après au fur des siècles de la densification de la ville. Évidemment, il y a énormément d'édifices qui ont des valeurs patrimoniale à proximité de la cathédrale, et je tiens à souligner une action qui est à ce jour portée par la ville de Sées, en collaboration aussi avec les services de la Direction régionale des affaires culturelles, qui reste encore à développer, mais il y aurait tout intérêt à mettre en place sur la ville de Sées un site patrimonial remarquable qui permettrait aussi, par son diagnostic, d'avoir une synthèse des études de l'évolution de cet urbanisme et de bien identifier les édifices, que ce soit les parties bâties et non bâties,
bâtis d'ailleurs, qui ont un intérêt patrimonial et qui doivent faire l'objet d'une vigilance de mon service, très clairement, en collaboration avec la collectivité locale. Donc il y a une vraie politique publique d'évolution à ce jour de ce qui est finalement le périmètre des abords de la cathédrale et de différents édifices protégés au sein de ces, pour avoir effectivement ce site patrimonial remarquable qui permet de bien identifier le patrimoine et d'avoir une évolution de ce territoire dans le respect de son identité. Oui, pour traduire, en fait, c'est effectivement la protection des 500 mètres, de beaucoup mieux l'approprier au sens urbain du terme. Il y avait eu à l'époque une préparation d'une ZPPAP, l'ancêtre donc il y a des documents déjà qui ont été produits de façon assez riche. Donc il y a un bon départ pour faire cette zone de protection du patrimoine, me semble-t-il. Oui, monsieur Fouché. Il me semble qu'il y avait aussi des études faites par des élèves d'école d'architecture sur les synthèses d'évolution urbaine. Donc il y a effectivement un stock de matière. À ce propos, alors je ne sais pas si c'est un scoop, mais on parlait tout à l'heure des 5 églises. En réalité, l'église Saint-Germain existe toujours. Elle est derrière une façade très moche. Je sais pas, elle a peut-être été embellie depuis, mais une façade 20e siècle. Mais les murs gouttereaux sont toujours là, le pignon, une partie de la charpente. Elles étaient encore là il y a 10 ans, et puis avec des traces de décor peint. Mais complètement masqué par une élévation de maison du début du XXe siècle. Et voilà, c'est pareil dans l'enclos canonial. Il y a des trésors romans derrière les élévations modernes. Oui, on m'a confié le micro, donc j'y vais. Bonjour Monsieur Fouché, je me reconnais tout à fait dans ce que vous avez dit sur la recherche dans l'Orne et le manque d'appropriation et tout ce que vous voulez. Mais enfin, notre président de région a qualifié l'Orne de... Alors, on lui a reproché, mais c'est injuste le reproche qu'on lui a fait. De trou du cul, parce que en fait c'était sympathique, quoi. Il reconnaît que l'Orne était loin de tout et déshérité, et bon, c'est une marche depuis toujours, historiquement parlant, depuis les Celtes. Mais enfin, effectivement, on se reconnaît bien là, le manque de recherche universitaire, le manque de tout, quoi. 2 questions, l'une qui, s'il vous plaît, en architecture, l'une qui appellera une réponse brévissime, l'autre... premièrement, la nature du matériau, c'est du calcaire qui vient d'où? C'est pas de la pierre de Caen, ici. Chailloué. Et deuxième question, provocatrice, si on abattait toutes les contreforts là, qui enlaidissent la façade, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe? Boum. Évidemment, les constructions, l'adossement de ces massifs est venu épauler évidemment un déséquilibre. Donc il y a une raison, et évidemment l'édifice, donc en tout cas ces massifs sont indispensables évidemment à l'équilibre à ce jour de la cathédrale. Sinon effectivement on verrait encore bouger cet édifice. Donc là pour le moment, en tout cas je vous confirme que voilà, ils sont encore là, on en a besoin. Une question en haut, Pierre, si tu veux, là. Merci. Oui, Madame Boisgalet, là, vous nous rappeliez des souvenirs. Le ZPPAUP, c'est un terme un peu barbare. Ça me rappelle, avec le prédécesseur de M. Bourgnol, c'était Nicolas Gauthier à La Perrière, qui fut à l'époque la première petite cité de caractère. Bref. Non, moi, je voulais demander justement à notre ABF, le sous-sol donc, a toujours été très problématique dans l'histoire de la cathédrale de Sées. Est-ce qu'à ce jour, sur le plan global du bâtiment, est-ce que le sous-sol est encore aujourd'hui un problème? Et puis deuxième chose, c'est vrai que quand on se promène dans la cathédrale, les problèmes d'humidité qu'on peut voir donc, sont très importants. On le voit même aussi sur 2 piliers. Il y a 2 piliers donc, symétriques. On voit ce problème-là. Est-ce que c'est un sujet qui est pris en charge actuellement ou est-ce que c'est un problème en plus? Alors,
Alors, sur votre dernière question, évidemment, alors ce qu'on appelle les remontées capillaires, hein, qui est en fait un phénomène naturel. Hein, l'humidité est présente naturellement dans le sol, et comme on placerait une éponge effectivement sur le sol, ça absorbe l'humidité. Et donc il y a ce phénomène dans les maçonneries, on a ces humidités naturellement qui remontent. Donc ça, on est confronté sur de nombreux édifices à ces problèmes de capillarité. Alors il y a des techniques qui permettent effectivement de minimiser effectivement ce phénomène naturel avec plus ou moins de succès. En tout cas, c'est effectivement un souci de préoccupation, hein, très clairement, sur la cathédrale de C. Ça fait partie effectivement d'une vigilance de mon service en termes de suivi sanitaire et d'envisager toujours en travail avec l'architecte en chef des monuments historiques, hein, qui porte la maîtrise d'œuvres, notamment des grandes opérations de restauration, hein, d'études, voilà, de façon globale sur effectivement la programmation de travaux à venir sur la cathédrale. Mais oui, ce sont des choses que l'on surveille au titre du suivi de l'état sanitaire de l'édifice. Après, à ce jour, sur les fondations, on n'a pas de préoccupation importante sur la stabilité de l'édifice, je vous rassure. Donc là, évidemment, mon rôle est de surveiller de façon annuellement, évidemment, si on constate des évolutions dans des fissures qui pourraient apparaître. On en a quelques-unes, effectivement, au niveau du transept sud, mais qui sont stables depuis des siècles, donc qui ne bougent pas. Donc on n'a pas d'inquiétude, en tout cas, à ce jour. Et d'un point de vue réglementaire aussi, hein, je vous confirme, on a l'avis favorable de la commission de sécurité, donc tout va bien. Mais bien sûr, on a des pistes d'amélioration toujours de la sécurité de la cathédrale. Ça, évidemment, la DRAC, ça fait partie de ses priorités. Hein, améliore par des travaux pluriannuels, hein, toujours la sécurité de la cathédrale. Oui, j'ai une question dans la suite justement de la stabilité de la cathédrale, une question qui concerne l'archéologie. Parce qu'on a tous compris qu'en fait le premier des mots, c'est bien ça. Hein, c'est construit sur d'autres édifices antérieurs. Alors je me demandais si on avait, au cours des fouilles qui ont eu lieu, et est-ce qu'elles ont été recensées déjà depuis longtemps, on a à la preuve à la société qu'on a ramassé une quantité lors des travaux du 19e d'objets antiques dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'on a une géographie du C antique sous et aux abords de la cathédrale? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre quelque chose et qui expliquerait la fragilité de certaines parties plus que d'autres, par exemple la façade ouest ou autre chose? Ce sujet-là que vous évoquez, vraiment un sujet d'archéologie pure, hein, qui dépend vraiment du service régional de l'archéologie, hein, qui est placé au niveau de la direction régionale des affaires culturelles à l'échelon régional. Et puis je suis arrivé trop récemment en toute franchise pour avoir une réponse pertinente à votre question. Mais normalement, le service régional d'archéologie, effectivement, a la synthèse effectivement, des études. Mais peut-être que Jean-Pascal, tu peux compléter sur ce sujet. Alors, il me semble, lors de la restauration de la cathédrale au 19e, les fouilles réalisées pour refonder les piles, notamment du rond-point du chœur, ont amené à traverser. Alors, on le voit bien même sur des photographies, quand on reprend une pile en sous-œuvre, il y a un cuvelage qui est assez important, et à cette occasion, on traverse les niveaux archéologiques. Et il me semble que dans Ruprecht Robert, à plusieurs reprises, il est fait mention de structures, d'objets qui ont été découverts, mais à ma connaissance, il n'en existe aucune représentation cartographique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où les découvertes ont été faites, et compte tenu de la taille de l'édifice, c'est comme si on ne savait rien. Du coup, parce qu'il y a eu des trous, on sait qu'il y a des structures en dessous, et on n'est pas capable de les visualiser. Alors, on sait bien par les fouilles qui ont été faites sur la place de la cathédrale que les niveaux archéologiques d'époque gallo-romaine affleurent. Sur la place de la cathédrale, au moment de l'aménagement de la place actuelle, il a suffi d'enlever les pavés et le lit de sable sur lequel les pavés étaient posés pour arriver sur les niveaux gallo-romains. Et les structures médiévales
les quelques structures médiévales observées n'étaient que les structures en creux, parce que au fil des siècles, on a raboté les substructions. Voilà, ce qui rend la compréhension en fait des strates médiévales et modernes un peu compliquée. On connaît des éléments de structure de bâtiments sur la place de la cathédrale. On connaît la structure de certains bâtiments du Bas-Empire au sud de la cathédrale, donc sur l'espace du monument aux morts. On a des fouilles qui ont été faites à l'occasion des travaux de voirie au nord qui localisent des murs. Mais dans le volume de la cathédrale, à ma connaissance, on n'a aucun plan qui représenterait les structures. C'est un monument, c'est comme l'art gothique, qui est expérimental. On est dans l'expérimentation complète. Alors ça va être, je vais devoir poser, vraiment une toute dernière question très très rapide parce qu'on a bientôt fini. Donc question rapide, réponse rapide. Et ce sera la dernière de la matinée. Excusez-moi, mais j'ai bien cru entendre que le matériau constitutif de la cathédrale venait de la carrière de Chailloué. C'est pas possible. Chailloué, c'est un grès quartzite et c'est bien un calcaire pour la cathédrale. Donc, sait-on d'où viennent les matériaux? Il existe à Chailloué, à côté de la carrière actuelle, un champ. Il fallait exister, moi je l'ai vu il y a déjà quelques années, un champ où on voit vraiment un site de carrière donc du Moyen-Âge, puisqu'il y a une configuration très particulière. C'est un endroit où il y a des creux et des bosses. Les carrières à l'époque ne ressemblaient pas du tout à celles que l'on connaît maintenant. On creusait quelques mètres, on prenait la pierre et on allait recreuser à côté. Et à nouveau, et il existe donc à Chailloué, mais à côté de la carrière, c'est pas la pierre de la carrière actuelle, quoi. Un site où la pierre a été extraite. Merci. Et pour conclure, Olivier Roland, il y a quelques années, est un spécialiste de la pierre, a fait un relevé des matériaux de la façade et s'est demandé pourquoi il y avait une fonte comme ça des calcaires les plus tendres, qui sont les calcaires consacrés à la sculpture. Et effectivement, il a pointé la responsabilité des sels de déneigement et des nitrates dans l'eau qui remontent par capillarité et qui donc dissolvent les calcaires tendres. Il y a beaucoup de types de calcaire dans la cathédrale de C. Il y a du granit et il y a aussi des socles tu disais en grès. Voilà. Donc on va conclure la matinée. Merci à tous.